l'agora, ou peut-être pour le dire de façon légèrement plus contemporaine, sur le mode de ce que le philosophe Jacques Derrida, dont on vient de célébrer le 10e anniversaire de la mort, nommerait une destinérance. Alors je crois que la première grande cosmologie qui nous soit parvenue sous forme à peu près exhaustive, la théogonie d'Hésiode, s'ouvre par ces paroles magnifiques. Commençons par invoquer les muses de l'Hélicon. Les muses qui habitent cette grande et céleste montagne dense d'un pas léger, autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos, et baignant leurs membres délicats dans les ondes du Hermès, de l'Hippocrène et du divin Olmé, forment, sous la plus haute cime héliconienne, un cœur admirable et gracieux. Ainsi donc s'ouvre, merci pour je vous transmettrai. Ainsi donc s'ouvre ce livre-monde composé par le poète et des poètes, le premier sans doute qui osa penser dans une sorte de consubstantialité primitive la naissance des dieux et des éléments, ce qu'on appellerait peut-être les lois et les choses aujourd'hui. Comme si, à regarder de plus près, il fallait déconstruire l'abîme qui sépare la nécessité de la contingence. Comme s'il fallait, in fine, penser les aléas impromptus et les schèmes structurants sur un même mode. Vous savez, tout est religieux, mais rien n'est sacré dans la pensée grecque. Les Aèdes, les poètes de la Grèce antique, comme sans doute devraient l'être les physiciens d'aujourd'hui, étaient bien évidemment détenteurs d'un savoir. Ils connaissaient la liste des Néréides, le rôle des Naïades, ils étaient dévoués à Apollon. Mais ils étaient avant tout inspirés par les muses, c'est-à-dire qu'il s'agissait en premier lieu de tisser des fils de réel. Personne ne fut damné pour avoir prétendu comme Homère qu'Aphrodite était fille de Zeus, ou comme Hésiode qu'elle naquit de l'écume de Pontos. Il n'y a pas de révélation dans la pensée grecque. Et c'est, je crois, ce qui, paradoxalement peut-être, a ouvert la porte de ce geste que j'appellerais une désanthropocentrisation du monde, une mise à distance de nos contingences propres d'hommes. Parce que, Dieu merci, ou peut-être plutôt Darwin merci, la nature a bien fait les choses et nous a dotés de détecteurs naturels, nos yeux, en mesure de percevoir la lumière telle qu'émise par notre étoile, le Soleil. Mais si l'on veut tenter de se forger une image, peut-être pas plus objective, mais au moins plus riche, plus globale, plus foisonnante, des visages de l'univers, il faut le scruter avec d'autres yeux, au-delà de la lumière visible, qui ne représente qu'une part infime de l'ensemble des lumières, des ondes électromagnétiques existantes. Imaginez par exemple que l'on sorte par une belle nuit et que l'on contemple le firmament avec des yeux sensibles non plus à la lumière visible, mais aux ondes radio, auxquelles nous sommes usuellement parfaitement aveugles. Ces ondes radio révéleraient, entre mille autres choses, la structure filamentaire du gaz de galaxies qui structure l'univers à grande échelle. Autre longueur d'onde, autre visage de l'univers. À un peu plus haute énergie, dans le domaine des micro-ondes, on pourrait par exemple observer le fond diffus cosmologique, cette lumière relique du Big Bang, émise quelques 380 000 ans seulement après l'instant primitif. À l'échelle d'une vie d'homme, ramenée à l'âge de l'univers, ça correspondrait au premier jour de vie intra-utérine. On observe donc le cosmos dans sa toute première jeunesse. L'image est esthétiquement pauvre. Imaginez un ciel très lumineux, aveuglant, presque uniformément lumineux, comme le soleil, dans toutes les directions. Mais bien sûr, elle est scientifiquement riche parce qu'elle permet de remonter le temps jusqu'aux premiers instants.